Je vais vous résumer ce livre, Syndrome prémenstruel, les solutions naturelles. Un petit livre qui va nous parler de nutrition, d'usage des plantes, mais pas que. Par exemple, la relaxation. On va voir que les causes émotionnelles, par exemple, peuvent être responsables de ce souci, donc que l'on appelle aussi SPM, pour faire plus court. C'est le terme que je vais utiliser dans la suite de cette vidéo. Alors, comme elle dit, hein, si vous êtes l'une de ces millions de femmes qui, une fois par mois, ont la folle envie de verser toutes les larmes de leur corps, voire d'étrangler leur conjoint, qui pourtant elles adorent, effectivement, dans ce livre, elle va aborder différentes pistes pour aider à mieux comprendre, mieux appréhender, et puis donner quelques solutions aussi, hein, qui vont être à tester et qui peuvent être intéressantes. Donc ce livre est écrit par le docteur Bérangère Arnal, qui est gynécologue, obstétricienne et spécialiste en phytothérapie. C'est pour ça que le livre va être un petit peu orienté autour des plantes, comme on va le voir ensemble. Donc du coup, au niveau sommaire, on va avoir une première partie sur des définitions et des explications autour des hormones surtout. Hein. Une deuxième partie sur les traitements, donc parler un peu des traitements conventionnels, et puis pas mal de traitements autour des plantes, la nutrition aussi. Et puis, en tout dernier, là, dans les autres techniques, une petite astuce sympa, bien à tester, je pense, qui apporte effectivement du bien à quelques personnes à qui on a pu conseiller ça. Donc voilà pour le sommaire. Donc la première partie, du coup, est consacrée principalement à des définitions. Ce qui est important, effectivement, c'est qu'elle va parler des hormones, différentes hormones. En tout cas, il y en a deux qu'il faut en comprendre un minimum, ce sont les œstrogènes et les progestérones. Donc les œstrogènes, en fait, sont une hormone qui vont déclencher l'ovulation et la maturation de la muqueuse utérine. Responsable aussi de la croissance, hein, c'est une hormone de croissance, et donc elle pourra aussi faire des proliférations cellulaires au niveau du système génital. Et sans grossesse, c'est une hormone, les œstrogènes, qui vont diminuer 14 jours après le début du cycle, comme la progestérone d'ailleurs. Par contre, ce qui est à noter, c'est que c'est une hormone qui a une action très variée dans l'organisme. On parle de plus de 400 actions différentes. Donc déjà, retenez ce chiffre, 400, c'est quand même énorme, quoi. Il y a aussi des récepteurs dans le cerveau, donc il va y avoir un impact sur les émotions, sur l'humeur, sur le sommeil, et même au niveau des os, et aussi cardiovasculaire. La progestérone, maintenant, en deuxième partie du cycle, et s'il y a eu ovulation et suffisamment d'œstrogènes sécrétés, à ce moment-là, effectivement, cette hormone va agir dans la deuxième partie du cycle. Elle va agir sur les tissus qui ont subi l'influence des œstrogènes, en s'opposant entre autres aux multiplications cellulaires. Donc c'est une espèce d'équilibre et de balance qui se passe entre les deux. Et du coup, là, on a plus un effet relaxant, mais aussi d'augmentation de la température basale, on le verra par exemple pour tout ce qui est ménopause, et puis un effet aussi anti-œdème, anti-rétention d'eau. Donc voilà, durant la vie féminine, les sécrétions d'œstrogènes et de progestérone vont fortement varier. Elles vont être assez particulières au moment de la puberté et de la préménopause, puisqu'en fait la progestérone sera plus faible, ce qui va provoquer un déséquilibre en œstrogène. Et du coup, en préménopause, c'est pendant 3 à 5 ans qu'on va avoir cette baisse de progestérone, et du coup, elle fait par exemple ce genre de petit tableau là qui peut résumer la situation. On voit ici la partie œstrogène. Donc, durant la puberté, on va se retrouver avec une dominance d'œstrogène. Et pareil pendant la préménopause, mais c'est surtout à cause d'une baisse de progestérone. Hein. Donc il y a voilà, il faut comprendre aussi ce côté équilibre. Donc c'est parce que des fois une baisse que l'autre va être en relatif trop présente. Hein. Donc attention aussi au raisonnement sur ce qu'il faut rajouter ou pas en fonction de ce que les analyses peuvent montrer par exemple. Donc au niveau des symptômes, elle a son chapitre qui dit que voilà, ils sont divers et peuvent même aussi aller dans le domaine des allergies. En fait, ce qu'elle conseille, elle, pour vraiment avoir sa compréhension, voire pour pouvoir discuter avec d'autres personnes, c'est de noter pendant 3 cycles, par un plus ou 3 plus, tout ce qui est céphalée, douleurs diverses et localisation, des symptômes un peu de dépression, d'irritabilité, de rétention d'eau, de fatigue, etc. Tout ce qui peut être, on va dire, à noter. C'est un conseil que je trouve très juste dans plein de domaines d'ailleurs, hein, parce que c'est après coup, quand on regarde ces notes-là, qu'on réalise des choses, voir que l'on convient que effectivement on doit faire quelque chose pour aller mieux, parce qu'on n'est pas fait pour souffrir, et donc voilà, le fait de noter est important.
L'autre chapitre est sur les classifications. Donc en final, là c'est intéressant, c'est essayer de repérer quand est-ce qu'on est avec trop d'œstrogène ou quand est-ce qu'on est avec trop de progestérone. Donc par exemple, le côté hyper-œstrogénie sera valable en cas d'œdème, de ballonnement, d'agressivité ou de tension psychologique par exemple. Et à l'inverse, trop de progestérone, ça sera plutôt des migraines, des lombalgies ou des replis sur soi. Après, on va parler du SPM plutôt lié à la puberté et à la préménopause. Donc là, on va retrouver les symptômes de l'hyperœstrogénie, tout simplement. Et puis, comme ça, elle va classer différents types de SPM, soit un problème, un vécu émotionnel, soit encore lié, hélas, aux pilules contraceptives ou aux traitements hormonaux. Et pour le coup, là, ça sera soit en trop pour l'un ou pour l'autre. Donc là, c'est difficile de dire, mais en tout cas, c'est responsable de pas mal de SPM. Et puis après, un classement aussi des SPM en fonction de l'intensité, soit léger, sérieux ou sévère. Et puis une classification aussi utilisée apparemment dans pas mal de cas, qui est issue du docteur Abraham, et qui en fait donne 4 types. Soit le type A pour l'anxiété, H pour hydratation, C pour tout ce qui concerne la consommation extrême de sucre, et D pour dépression. Et puis on va retrouver par exemple, pour le A, ça va être tout ce qui est tension nerveuse, saute d'humeur, irritabilité, anxiété, insomnie. Et on verra un peu plus tard qu'on se sert de cette classification pour des traitements, des réponses. Alors, les causes hormonales. Dans un chapitre, effectivement, c'est multifactoriel en général un SPM. Il y a souvent une partie hormonale, mais pas toujours. Pas toujours. Donc, elle va après conseiller, on va dire, des tests et des essais, mais donc ce chapitre-là va bien détailler toutes les hormones qui peuvent être responsables ou en tout cas avoir un effet plus ou moins dans notre histoire d'SPM. Par exemple, l'hyperœstrogénie peut aussi être liée à une baisse en magnésium ou impliquer une baisse de magnésium. Donc là, c'est quand même un sujet aussi intéressant, voire important, parce que le magnésium a aussi un effet sur le stress par ailleurs. Donc l'aldostérone aussi, qui en fait est une hormone qui qui sert à la rétention d'eau, mais qui, en cas de trop fort taux d'œstrogène, va être entraînée à être augmentée aussi, cette aldostérone. Et en général, elle est plus élevée la semaine précédant les règles. Et est aussi impactée par l'émotionnel. Bon voilà, elle parle de la prolactine, du cortisol aussi, par exemple, qui est en compétition avec la progestérone. Donc trop de cortisol, l'hormone du stress, va entrer en compétition avec la progestérone. Du coup, faire un déséquilibre potentiellement. Donc voilà, ce chapitre est intéressant et permet de comprendre un petit peu mieux quand même les choses. Je pense que ça mérite d'y porter attention. Après, elle parle des autres facteurs de la SPM. Là, il y en a des dizaines. Le tabac, l'alcool, le café, le manque de sommeil, le manque d'activité physique, une alimentation déséquilibrée, des conflits, du stress, troubles métaboliques des sucres et des carences en micronutrition aussi. On va retrouver la lune. C'est pas pour rien des fois que certains la citent. Voilà, candidose aussi peut être une des causes. Et du coup après on va retrouver la classification précédente, là le SPM A pour l'anxiété par exemple pourrait être plus dû à des déficiences dans certaines vitamines ou en dopamine par exemple. Avec entre autres, on va retrouver des choses un peu classiques comme dans ce domaine là. Ça peut être réduit en cas de trop de produits laitiers par exemple ou trop de sucre raffiné. Voilà, la deuxième partie maintenant sur les traitements. Donc elle va parler des traitements conventionnels. Au passage, le placebo apporte une amélioration de 15 à 25% sur le SPM. Donc inutile de dire que déjà le fait de s'occuper de soi en appliquant un conseil et puis un autre jour apporté par exemple dans ce livre, avec le fait de s'occuper de soi va apporter un effet. Et 15 à 25%, ce n'est pas rien. Donc le message là aussi, c'est que chaque femme concernée par ce problème s'occupe d'elle aussi, par ce qu'elle voudra, mais ça sera toujours un plus. Et franchement, il ne faut pas s'en priver. Donc les traitements conventionnels, effectivement, que ce soit la pilule ou autre, tous ces macro-dosages d'hormones, en final, vont avoir des répercussions énormes, sachant que elle l'explique dans la gestion hormonale, ce sont toujours des processus de mesure et de rétroaction qui sont très fins. Donc tous les traitements à base d'hormones vont souvent avoir plus d'inconvénients qu'autre chose, en tout cas à moyen long terme.
Donc bon, dans ce chapitre traitement conventionnel, on va retrouver aussi d'autres techniques, mais voilà, surtout expliquer, on va dire, les conséquences potentielles. Parce que le chapitre suivant, qui est sur les traitements naturels, et ben, au final, ce qu'elle dit, c'est à tester avant de prendre la pilule, parce que certaines peuvent être tentées de prendre une pilule pour éviter la conception, pour éviter les problèmes d'SPM, ce qui du coup est quand même un peu dommage au global. Donc est à tester avant d'utiliser ça ou la chimie. Donc premier chapitre, modification du style de vie. Et c'est très bien, on a une approche globale. Hein. Par exemple, exercice physique, se coucher plus tôt, faire attention à la constipation. Varier son alimentation, c'est quelque chose qui est souvent cité dans mes vidéos. Et elle, carrément, elle dit 40 produits différents sur une semaine. Faut pas le prendre au pied de la lettre, ça donne un ordre de grandeur quand même. 40 produits différents sur une semaine. L'idée de varier, parce que quand on va varier, on va pouvoir avoir des apports en micronutrition qui vont être intéressants et qui seront, on va dire, apporter une couverture en évitant les compléments alimentaires qui n'ont pas que des avantages non plus. Donc elle parle aussi des acides gras et de la respiration abdominale sur le côté stress. Et puis elle dit aussi quelque chose qui effectivement est loin d'être anodin, c'est que durant un SPM, eh bien, allégeons que les femmes allègent leur emploi du temps pendant cette période pour prendre en compte cette moment de vie délicat et de ne pas essayer de tout faire. Un chapitre sur la nutrithérapie, donc parler beaucoup des différentes vitamines, avec entre autres la vitamine D. Hein, c'est vrai que la vitamine D est concernée pour beaucoup de femmes et son impact est important, et là aussi sur le magnésium aussi, qui vont du coup influencer le SPM. Après, du coup, un grand chapitre sur la phytothérapie, et là, comme elle dit, il faudra tâtonner. Donc, premièrement, la compréhension de son cas avec est-ce que je suis plutôt en hyper de ci ou de ça, voir bien sûr en fond tout ce qui est hygiène de vie, ça c'est fondamental, et quelque part, comme elle dit, ne pas se lancer uniquement dans de la phytothérapie sans changer des choses par ailleurs. D'ailleurs, ça servira aussi pour améliorer la santé sur d'autres plans. Donc au niveau des plantes, elle ne donne pas de posologie, elle conseille de voir un praticien, et elle va du coup dans son livre après aborder des plantes qui seront plutôt action progestérone et anti-œstrogène, par exemple l'achillée millefeuille, la mélisse, la passiflore. Donc elle cite différentes choses comme ça, avec aussi des mises en garde et des faits de faire attention. Par exemple, la mélisse freine la thyroïde, donc voilà, c'est pas uniquement, comme toujours, ne pas sauter sur ce livre dans les pages de solutions. Bien aborder les choses au global, c'est son message en tout cas, et je rejoins complètement. Donc après, elle parle de tout un tas d'autres plantes, des plantes plutôt à action œstrogénique, comme le fenouil, le houblon, les sauges, etc. Donc elle va aussi parler des plantes de l'humeur, pour le drainage, la circulation veineuse, la congestion pelvienne, tout ce qui est aussi anti-hémorragique, intéressant pour les règles vraiment très abondantes. Et puis les plantes de la douleur aussi, pour entre autres la migraine. Elle a un chapitre aussi sur la partie intestinale, parce que bien évidemment, tout déséquilibre intestinal va perturber les absorptions et les assimilations. Donc elle parle aussi de cette partie pour équilibrer un peu mieux la partie intestinale. Et puis elle donne des préparations, par exemple une infusion du matin à prendre pendant 2 semaines avant les règles, à base d'amamélis, de mélisse, aubépine, frêne, vigne rouge, etc. Donc elle donne différentes recettes, on va dire, comme ça, de tisane, pour pouvoir aider avant l'apparition du SPM. Elle parle aussi des huiles végétales, bien sûr, avec les oméga 3, comme toujours, une importance vraiment, avec par exemple la mâche, qui est un apport toujours intéressant. Après, on va du coup voir par exemple, je vais vous montrer 2 exemples là, qui sont plutôt du coup sur les huiles essentielles. Donc elle va, ça c'est un exemple du livre, page 146, et puis la suivante, où elle va citer différentes catégories pour la partie migraine ou la partie douleur ou pour des vomissements. Voilà, il faut savoir aussi que du coup dans son livre, elle va reprendre par exemple dans des tableaux comme celui-ci, les plantes, teintures mères,
Qu'est-ce qu'on peut prendre par exemple au niveau extrait fluide, ou sous forme de gélule, ou sous forme de tisane. Donc elle résume ça sous ces formes de tableaux là, pour avoir une lecture un peu plus pratique, on va dire. Après, le chapitre suivant, c'est chacun son programme au final. Parce que en fonction de ces symptômes, on va pouvoir faire des tests une fois de plus. L'idée, c'est de pouvoir faire des essais. Donc noter, essayer et voir les effets. C'est sûr que vu comme ça, c'est plus compliqué que d'aller voir quelqu'un et de recevoir une prescription. Mais quelque part, c'est une finalité intéressante, car au cours des mois et des années à venir, il y a des choses qui vont changer. Et donc l'adaptation sera plus facile si on comprend entièrement ces symptômes et les effets que pourront avoir les plantes sur ces symptômes. Après, elle nous parlera aussi de l'égothérapie, d'homéopathie. Les fleurs de Bach, elle donne quelques conseils sur les fleurs de Bach, sachant que le côté émotionnel, effectivement, est toujours important. Donc, elle donne quelques fleurs, comme, effectivement, si on est plutôt sur un problème de changement, eh bien, Walnut, par exemple. Alors, ça peut être aussi un problème de changement lié à un événement dans sa vie, ou ça peut être tout simplement aussi au moment du SPM, qui peut être considéré en lui-même comme une étape de changement, parce que effectivement, ce n'est pas rien, ce cycle à chaque fois qui, sans grossesse, fait que voilà, enfin, c'est quand même quelque chose de notable, je pense, dans la vie féminine. Elle parle aussi des médecines traditionnelles chinoises avec effectivement les différents méridiens, un côté foie entre autres, qui est souvent un organe cité comme quelque chose qui pourrait avoir besoin d'aide, on va dire, pour aider au nettoyage du corps, puisque effectivement les règles sont un émonctoire aussi. C'est une période pendant laquelle une femme peut se débarrasser et relâcher un certain nombre d'éléments toxiques qui sont soit accumulés par le fonctionnement du corps, soit venant de l'extérieur. Elle nous parle de l'ostéopathie, des techniques de relaxation. Et puis dans les autres techniques, on va retrouver par exemple la luminothérapie, qui va avoir un effet sur le moral, la réflexologie plantaire, les bains dérivatifs, pour diminuer la rétention d'eau et les douleurs. Par exemple, elle donne un conseil qui effectivement est intéressant, parce qu'il est pratique, il est portable, c'est une poche de gel congelé. Alors il y en a qui sont apparemment adaptés à la physionomie féminine, mais il y a des poches de gel qu'on peut trouver qui ont une forme assez longue, qui peuvent permettre d'entourer un bras ou autre, donc qui peuvent être portés en final comme une serviette hygiénique, 10 à 20 minutes, et qui vont permettre de faire cette action bain dérivatif et pouvoir diminuer les douleurs. C'est intéressant à tester. Bon, bien sûr aussi la bouillotte, chaleur dans le bas du dos, dans la zone pelvienne, sont intéressantes. Voilà, ces conclusions, important, il y a autant de traitements que de SPM, et il y a autant de SPM que de femmes, à travers son vécu physique, psychique, son environnement, son hygiène de vie. La gestion du stress est importante, et les thérapeutiques naturelles sont efficaces et sont vraiment à tester avant des traitements hormonaux qui sont non dénués d'effets secondaires. Voilà, donc du coup ce livre, ma conclusion personnelle, c'est que je le trouve vraiment clair et concis, en ayant une démarche qui est bien, en repartant des causes, des symptômes, et qui oriente vers une approche globale de la santé. Ça reste à mon sens indispensable. Et ce qui est intéressant, c'est que en solutionnant des fois son SPM, on va solutionner d'autres petits soucis de santé, et donc aller vers une santé encore meilleure. On ne se focalise pas ici sur une solution. Elle insiste beaucoup sur la micronutrition, un sujet qui est réellement central dans beaucoup d'approches. On va aller vers une alimentation meilleure. Renseignez-vous aussi par ailleurs, un peu plus de cru, des cuissons plus douces, du bio, etc. C'est un sujet global aussi. Les supplémentations en vitamines ou en minéraux, dans son chapitre, on va parler de la vitamine B6, etc., etc., ou du magnésium. Toujours des grandes prudences là-dessus. Il y a des antagonistes entre les minéraux. Donc prendre un minéraux pourra déclencher une baisse d'assimilation d'un autre. Donc vaut mieux avoir une approche globale via l'alimentation et la micronutrition que vers des supplémentations. Et puis, on peut passer aussi, je pense, par une phase d'apprentissage de physiologie, une compréhension des hormones. Et bien voilà, c'est ne pas remettre sa santé à quelqu'un d'autre qui va lui seul maîtriser ces termes, ne serait-ce que si vous faites une analyse de sang,
Eh bien, vous verrez sur la prolactine, par exemple, qu'il y a différents taux qui sont en fonction de la période du cycle. Donc là encore, c'est important de noter, ne serait-ce que parce que quand on revient avec son analyse de sang, si on ne sait plus dans quel moment du cycle était fait la prise, eh bien, ça peut être du coup difficile à interpréter. L'aspect émotionnel revient encore et toujours, donc il est majeur, il est important. Et du coup, gérer ses émotions, se faire du bien, et si ça nous fait 15 à 25% de placebo, et ben voilà, c'est un des sujets aussi à traiter. Et puis, eh bien, il n'y a plus qu'à faire des tests. J'encourage chacune effectivement à faire ses tests, à faire ses notes, et puis et noter les améliorations. Parce qu'effectivement, c'est une période qui n'est pas vraiment rock'n'roll pour vous les femmes, et pour nous aussi qui sommes à côté, et du coup, améliorer ça, ça sera forcément un bien pour tout le monde. Voilà pour le résumé de ce livre.